Je me prénomme Flavia, je suis conseillère au projet éducatif chez Équiterre et je m'occuperai de tous les aspects techniques liés à ces webinaires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Marilène Bergeron, qui est notre gestionnaire des programmes en mobilité à Équiterre, et également Stéphane Pascalon, qui est expert en éducation des parcs de véhicules de la Fondation québécoise de l'éducation en sécurité routière. Marilène, elle mettra en contexte en présentant brièvement les avantages de l'électrification des transports au Québec. Puis, Stéphane, il parlera des aspects à prendre en considération lors de ces virages électriques, ainsi que les solutions existantes pour faciliter cette transition. La boîte conversée, elle sera utilisée uniquement à des commentaires ou échanges entre participants et nous vous encourageons à poser vos questions dans les Q&A ou sinon dans le Q&A du Zoom qui s'est situé en bas de votre écran normalement. Et nos conférenciers ils prendront le temps d'y répondre une fois la présentation est terminée. Et si jamais nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions en direct, vous pouvez toujours écrire à l'adresse courriel transport@commercialequiterre.org et nous tenons de donner suite à vos questions. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Marilène Bergeron. Merci Flavia. Bonjour à tous. Je voulais aussi mentionner que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la campagne Mon autobus branché qui vise à sensibiliser et accompagner les différents acteurs du transport scolaire dans la transition vers l'électrification des autobus scolaires, et ça grâce à la création d'outils éducatifs, d'échanges et de formation. Cette campagne-là est portée par Équiterre et est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Transports du Québec et de la Fondation familiale Trottier, ainsi que nos partenaires dont la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière. Aussi, préciser qu'Équiterre, par l'entremise de cette campagne, n'a pas un rôle décisionnel ou consultatif auprès du gouvernement. Notre rôle est vraiment de fournir des informations et de mettre tous les acteurs du milieu à niveau. C'est ce que nous tendrons de prétendre. Donc, si vous souhaitez aussi en savoir davantage sur la campagne et les outils qu'elle offre, vous pouvez aussi visiter notre site web équiterre.org/autobus branché. Donc, on va vous mettre les informations dans la section « Converser ». Donc, voilà. Donc, je vais aussi rappeler que ça fait déjà 25 ans qu'Équiterre travaille à trouver des solutions pour réduire l'impact environnemental de nos modes de transport. Et depuis plus récemment, on s'est penché à la question de l'électrification des transports, qui est vraiment l'une des solutions pour faire face à la crise climatique. Bien, pourquoi le transport est un dossier important et préoccupant pour le Québec? En fait, on sait que le principal émetteur de GES au Québec, c'est les transports. On parle de 45% des émissions de GES reliées au transport et le 3/4 sont rattachés au secteur routier. Aussi, à savoir que depuis 1990, les augmentations de gaz à effet de serre ont été stabilisées dans la plupart des secteurs, sauf dans le secteur des transports qui a connu une augmentation de 53% des émissions des GES reliées au transport. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'il est important de s'attaquer à tout ce qui est la question de l'empreinte écologique de nos transports et du transport lourd. Pour ce qui concerne le transport scolaire, bien, ça équivaut à moins d'1% par année du total des émissions de GES pour le secteur routier. C'est peu, mais aussi il faut comprendre que les autobus scolaires parcourent en moyenne peu de kilométrage, en moyenne 100 km par jour tout au plus. Maintenant, pour la prochaine diapo, il y a également, comme vous savez, un lien entre le transport et la santé publique. Donc, on sait que c'est responsable d'une partie des polluants atmosphériques qui affectent la santé des personnes. Et seulement au Québec, les émissions de particules fines, d'ozone, dioxyde d'azote sont responsables de près de 4000 décès prématurés chaque année. Donc, on parle surtout des personnes vulnérables, des jeunes, des personnes âgées ou qui sont prédisposées sur le plan de leurs conditions physiques. Donc, les gaz d'échappement liés au moteur diesel contribuent à faire augmenter les symptômes, comme vous savez, d'allergie, d'asthme, problèmes cardiaques, pulmonaires et le cancer du poumon.
Donc, ce n'est pas très reluisant tout ça. Et aussi, lorsqu'on parle on peut revenir en arrière, lorsqu'on parle de ce qui est d'électrifier nos modes de transport, mais si ces autobus électriques étaient à 100%, bien, on pourrait faire des économies de l'ordre de 1 milliard de dollars par année en coûts de santé seulement. Donc, l'impact est important. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'aux abords des écoles, il y a une multitude de sources de pollution qui n'est pas nécessairement rattachée seulement au transport scolaire, bien entendu, mais aussi beaucoup aux voitures de parents qui viennent accompagner leurs enfants. Donc, c'est l'accumulation de toutes ces sources polluantes qu'on doit prendre en considération pour cibler l'environnement de nos enfants. Également, vous dire que notre gouvernement, en fait, a des ambitions au niveau de la réduction des GES. Donc, on parle de réduire de 37,5 d'ici 2030 par rapport aux émissions de 1990. En ce moment, on a atteint seulement 9 %. Donc, on voit qu'on doit vraiment passer en vitesse supérieure dans le secteur des transports, où c'est là où il y a le plus grand gain possible. Également, aussi dire que du côté des cibles qui touchent l'électrification de la flotte scolaire d'autobus, on parle de 65 % d'ici 2030, qui a été annoncé dans le plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Donc, 65 %. En ce moment, on est à 1 ou 2 % du parc d'autobus scolaires qui est électrifié. En fait, ça correspond aux 2 tiers du parc d'autobus scolaires. Donc, on doit électrifier 8 % du parc chaque année et pour les 8 prochaines années pour répondre à cette cible. Donc, c'est un défi qui est important, mais les gouvernements et les autres acteurs du domaine ont aussi des solutions au niveau du plan financier, donc pour accompagner toute l'industrie. Et maintenant, en ce qui concerne la question économique, je pense qu'il est important de le dire que l'affranchissement du pétrole dans nos transports est une contribution qui est concrète et durable par rapport à notre indépendance énergétique, qui a des retombées importantes. Ici, l'électrification des autobus scolaires a un impact sur notre balance commerciale. On parle de l'importation d'hydrocarbures liés au transport scolaire à un équivalent de 67 millions de dollars par année. Donc, si on choisit d'électrifier la flotte d'autobus scolaires, le Québec pourrait rapatrier ces capitaux-là qui pourraient être utilisés pour la production d'électricité locale ou de l'efficacité énergétique. Également, si à chaque année, on remplace tous les autobus diesel par des autobus électriques et que 50 % de ceux-ci étaient fabriqués au Québec, on pourrait faire des gains allant jusqu'à 52 millions de dollars annuellement. Donc, c'est considérable. Également, il faut aussi comprendre que le pétrole qu'on met dans les véhicules ou d'autobus scolaires est de plus en plus sale d'un point de vue environnemental. On parle de 90 % de notre pétrole, de nos hydrocarbures qui viennent du Canada et des États-Unis et donc qui sont issus essentiellement des sables bitumineux et du pétrole de schiste, donc qui va aussi être de plus en plus coûteux à extraire et donc les conséquences sur le point de vue environnemental et de la santé sont désastreuses. Donc, tandis que du côté de l'électricité, on parle d'une énergie qui est renouvelable à 99,5 %. Et également, dernier point que je voulais amener sur le point de vue économique, donc le Québec exporte non seulement ses produits en électrification des services, mais tout un savoir-faire. Notre expertise est fortement en demande partout dans le monde. Produits moteurs, composants de véhicules, des véhicules spécialisés, des véhicules lourds, bientôt la batterie, des infrastructures de recharge, des technologies avancées dans le recyclage des batteries aussi. Donc, on a vraiment un savoir-faire qui est très recherché. Et aussi, un exemple que je voulais mettre à votre attention, ici, on a l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, l'IREC, qui détient juste, par exemple, plus de 800 brevets,
et 40 licences à travers le monde, donc notamment en ce qui concerne les batteries de lithium-ion. Et concernant les emplois, on parle d'emplois spécialisés pour un secteur d'avant-garde et prometteur. On peut juste prendre l'exemple de l'entreprise québécoise électrique Lion, qui a créé des milliers d'emplois partout au pays en s'approvisionnant auprès de plus de 150 entreprises québécoises et 100 entreprises ailleurs au Canada. Donc, l'impact sur les emplois de qualité sont importants. Donc, c'est vraiment l'électrification des transports est un passage qui est nécessaire face à la crise climatique et salutaire pour notre économie et à la garde de notre santé. Par contre, ce passage-là ne se fait pas sans embûches et défis. Il y a certains éléments qu'on doit considérer, certaines solutions qui existent. Et donc, pour vous en parler, je vais laisser la parole à notre prochain intervenant, Stéphane Pascalon, expert en électrification de flotte de véhicules et consultant à la Fédération québécoise d'éducation en sécurité routière, qui va survoler pour vous l'ensemble de ces considérations-là pour ceux qui songent ou feront l'achat prochain d'autobus scolaires électriques. Et je rappelle que pour toutes les questions, vous pouvez les poser dans le Q&R ou le Q&A au bas de votre écran, puis on va y répondre le mieux qu'on peut à la fin de cette présentation. Merci à toi, Stéphane. Merci Marilyn, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui des enjeux pour la transition des autobus vers les autobus scolaires électriques. Donc, je vais d'abord aborder un petit peu les questions pour la transition sur l'autonomie, la recharge, les coûts et puis les autres aspects. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai un petit peu plus avec les solutions pour chacun de ces volets. Donc, sur le volet autonomie, comment on peut maximiser cet aspect-là au niveau de la recharge. Ensuite, au niveau des coûts et le dernier volet sur les aspects connexes. Donc, certainement, l'autonomie est un des enjeux principaux quand on parle de véhicules électriques. Pour les novices, c'est vraiment l'inquiétude principale, c'est quelle est l'autonomie d'un véhicule électrique. Et donc, on peut se poser la question aussi pour un autobus électrique, quelle est l'autonomie? Est-ce que je vais être capable de parcourir les trajets nécessaires avec un autobus? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement sur le marché, les modèles d'autobus électriques proposent des autonomies qui varient entre 100 à 250 km selon les modèles, selon les manufacturiers. Ces besoins-là, on va pouvoir voir par la suite comment ils peuvent répondre. En fait, cette capacité d'autonomie, on va pouvoir voir comment ils répondent à vos besoins par la suite. Au niveau des paramètres qui influencent l'autonomie, on a plusieurs paramètres évidemment. Le principal, c'est la vitesse du véhicule. Un véhicule va consommer beaucoup plus sur un trajet autoroutier que sur un trajet urbain ou un trajet en quartier résidentiel. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, c'est que l'autonomie qu'on donne quand on parle de 100 à 250 km, c'est une autonomie nominale standard, mais les conditions d'utilisation du véhicule vont faire varier cette autonomie. Et si on fait que du quartier résidentiel, le 250 km, on va le couvrir sans aucun problème. Si on fait que de l'autoroute, ça va être un petit peu plus difficile de parcourir ce 250 km. La masse du véhicule a aussi un enjeu, c'est-à-dire que un trajet sans passager va consommer moins d'énergie que quand on est à pleine capacité. Donc ça aussi, ça peut avoir certains impacts sur la façon d'organiser les trajets. L'état de la chaussée va avoir un rôle important. Donc si un autobus est très limite pour couvrir son parcours au printemps ou à l'automne et puis qui roule ensuite dans une tempête de neige, au-delà de la température, c'est vraiment la neige sur la route qui va pénaliser énormément l'autonomie. Et un des derniers facteurs qu'il faut prendre en compte, qui est important sur l'autonomie, c'est l'âge de la batterie ou l'âge du véhicule. Parce qu'il faut comprendre qu'avec le temps, les batteries perdent une capacité de leur autonomie. Donc, c'est à peu près 2 à 4% par an. Donc, un véhicule qui va avoir 10 ans va avoir perdu environ un tiers de la capacité de sa batterie. Donc, c'est certain que si on est parti avec un véhicule neuf qui avait 150 km d'autonomie, à la fin de sa vie, ce véhicule-là n'aura plus que 100 km d'autonomie. Donc là aussi, on va voir quelques stratégies par rapport à ça pour utiliser les véhicules.
Il faut comprendre que le transport scolaire reste un des secteurs de transport où le véhicule électrique est parfaitement adapté à l'utilisation en fait, où le transport électrique est parfaitement adapté pour le transport scolaire parce qu'il y a un côté très prévisible des trajets et il y a aussi des horaires de fonctionnement qui sont très pratiques pour la gestion des recharges parce qu'il y a quand même une partie de la journée où les autobus sont inutilisés par le transport scolaire. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui utilisent les autobus pour des transports spéciaux dans la journée ou des transports différents, mais si on considère qu'on a la possibilité de recharger le véhicule dans la journée, ce qu'on va voir, c'est que ça va permettre d'augmenter l'autonomie. Donc, le besoin d'autonomie, c'est pas forcément l'autonomie du véhicule, c'est pas forcément la distance totale que le véhicule parcourt dans la journée. S'il y a moyen de le recharger dans la journée, on va voir que les besoins en autonomie sont moindres. Donc, ça ne sert à rien d'acheter un autobus qui a 250 km d'autonomie si dans la journée, on fait un trajet de 200 km avec la possibilité de le recharger dans la journée. On pourra acheter un véhicule avec moins d'autonomie qui coûtera moins cher et qui permettra quand même de couvrir ces distances-là. Au niveau de la recharge, quels sont les différents moyens de recharger un véhicule électrique? Donc, évidemment, la pompe à essence ne sert plus à rien. Il faut passer avec des infrastructures de recharge. Et ces infrastructures de recharge, il va falloir se poser la question lesquelles on va installer. Il existe deux types d'infrastructures de recharge, des infrastructures de recharge à courant alternatif en 240 volts ou à courant continu en 400 volts. Là encore, il y a des enjeux très importants de coût entre les deux types de recharge. Et donc, il va falloir réfléchir aux besoins exacts qu'on a pour être capable de déterminer le meilleur choix en fonction du budget qu'on a, de l'autonomie requise pour chaque véhicule, du temps de recharge qu'on a pour chaque véhicule, etc. Tout ça va avoir des impacts sur le choix de nos moyens de recharge. Au niveau des vitesses de recharge, ce qu'il faut comprendre, donc j'ai parlé tout à l'heure de niveau de courant alternatif à 240 volts. La recharge, ça va être à peu près 20 km d'autonomie par heure de recharge qu'il va être capable d'ajouter avec cette recharge-là. Quand on parle de recharge à courant continu sur des bandes de recharge rapide, là, on va être capable de recharger de l'ordre de 50 jusqu'à 100 km d'autonomie en une heure. Donc ça peut être très intéressant si on a des gros besoins en recharge. En une heure, on est capable de recharger notre véhicule pour qu'il reparte pour un autre 100 km. Donc, dans la journée, ça peut permettre de couvrir des distances qui sont, on peut doubler assez facilement l'autonomie du véhicule pour couvrir l'ensemble des trajets dans la journée. Les besoins de la recharge, en fait, les enjeux autour de la recharge des besoins ne sont pas toujours déterminés par l'autonomie du véhicule en tant que tel, mais plutôt par la durée des périodes de recharge. Je viens de le dire un petit peu, mais c'est la puissance de recharge qui va être vraiment importante. Ça veut dire, est-ce que j'ai une heure pour recharger 20 km ou est-ce que j'ai une heure pour recharger 50 km? C'est ça qui va déterminer vraiment mes besoins au niveau de la recharge. Et c'est sûr que plus on va avoir besoin de puissance, plus les enjeux vont être importants en termes de coûts d'infrastructure et en termes de coûts de recharge. On verra ça un petit peu plus tard dans les solutions. En abordant les coûts, justement, il faut regarder différents volets sur les véhicules. Donc, le premier volet, au niveau des coûts, c'est l'acquisition du véhicule. Ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus cher qu'un autobus au diesel. Il y a un coût d'infrastructure à prendre en charge lorsqu'on fait la transition la première fois. Évidemment, une fois que vous avez déjà des autobus électriques pour la deuxième génération d'autobus électriques, il n'y aura pas de coût d'infrastructure de recharge à développer parce que vous les aurez déjà. Donc, le gouvernement a mis en place tout un système de subventions pour aider l'acquisition, mais ce qu'on voit, c'est que malgré tout, l'achat du véhicule reste plus important que dans le cas d'un autobus au diesel.
Par contre, quand on tourne vers le volet des opérations, là, on va voir qu'il y a une différence majeure, c'est que le coût d'énergie est beaucoup moins important. Et donc, on va diviser à peu près par 3 les coûts d'opération du véhicule. Donc, à la fin de l'année, à la fin de chaque année, ben, c'est 3 fois moins de dépenses qui est faite. Donc, sur la durée de vie du véhicule, les coûts d'opération sont divisés par 3. Donc, si on fait le calcul complet sur la durée de vie, ben, ce qu'on voit, c'est que l'autobus électrique se compare avec l'autobus au diesel. Alors là, évidemment, on a pris un cas particulier d'un autobus qui roule 24 000 km par année. On parle d'un autobus avec 150 km d'autonomie, etc. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs enjeux, et donc c'est bien important lorsque vous allez planifier votre transition de faire ce calcul. Donc, quels sont les bénéfices financiers, d'essayer d'évaluer l'ensemble des programmes auxquels vous pouvez avoir accès, savoir s'il y a un bénéfice financier pour vous. Ce qu'il faut garder en tête quand vous posez toutes ces questions-là, c'est de se dire, rappelez-vous que les coûts d'opération sont réduits et rappelez-vous que le calcul, il ne faut pas le faire au moment de l'achat du véhicule, mais il faut le faire sur la durée de vie complète du véhicule. D'accord? Donc, c'est un calcul qu'il faut faire sur les 12 ans d'opération du véhicule, beaucoup plus que de dire ben, ça me coûte beaucoup plus cher à l'achat. Tous les véhicules électriques, quels qu'ils soient, coûtent plus cher à l'achat, mais c'est sur la durée de vie du véhicule que l'amortissement se fait et le gain se fait à ce moment-là. Les autres questions qu'il faut se poser, c'est des questions qu'on ignore souvent et qui sont pourtant essentielles lorsqu'on fait une transition vers le véhicule électrique. C'est tous les impacts connexes, dont bon, un des premiers, c'est tout ce qui va être en lien avec l'entretien et la réparation. Donc, les autobus requièrent un petit peu moins d'entretien, mais ils vont nécessiter une expertise différente. Cette expertise différente, est-ce que vous pouvez y accéder facilement? Est-ce que vous devez vous retourner vers le manufacturier? Est-ce que vous êtes capable de former votre personnel? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir vous poser parce que ben, c'est bien beau d'acheter un véhicule électrique, mais l'entretien est un petit peu différent de celui d'un véhicule au diesel. Il faut aussi, et puis ça c'est un facteur très important, se poser la question sur l'impact pour vos employés. En fait, il va falloir préparer vos employés à ce changement. C'est un facteur qui est très souvent négligé, mais ça va être essentiel d'impliquer vos employés dans ces étapes de changement. Vous-même, vous pouvez peut-être même être un peu craintif, réticent ou quoi que ce soit face à ce changement-là, puis c'est normal. Ça fait partie de la nature humaine d'être réticent au changement. On a toujours des craintes, des peurs de perdre quelque chose. Donc, pour vos employés, ben, il ne faut pas négliger ça et il faut bien les informer, les impliquer, faire des groupes de réflexion pour essayer de trouver des solutions, pour aider les gens qui sont les plus réticents à accepter ce changement-là. Et puis, surtout, ben, éviter de faire un changement drastique et puis y aller de manière progressive. Il va aussi y avoir quelques questions à se poser sur l'organisation du travail, parce que je l'ai dit tout à l'heure, bon, s'il y a moyen de recharger dans la journée, s'il y a moyen… Donc, il y a beaucoup de petits si à droite, à gauche. Si on cumule tout ça, ben, ça va avoir des impacts sur l'organisation du travail. Où est-ce que je recharge mes véhicules? Où est-ce que je les positionne dans la cour? Parce que si l'entrée électrique est à tel endroit, ben, ça va peut-être jouer sur le pattern de circulation dans la cour. Est-ce que tous mes véhicules vont charger sur un site ou sur plusieurs sites pour les plus grosses organisations? Est-ce que pendant l'heure du midi où habituellement l'autobus restait stationné quelque part proche d'une école, ben là, est-ce que je vais devoir le ramener à un endroit pour le charger? Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser sur l'impact en termes d'organisation du travail et voir un petit peu qu'est-ce qui peut être fait et comment vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc là, je vous ai amené toutes les questions, des questions qui font probablement un petit peu peur. Ce qu'on va voir, c'est qu'il existe des réponses et une chose bien importante, c'est que ben, la transition vers l'autobus scolaire électrique, c'est un changement
et on ne peut pas faire de changement sans rien changer. D'accord? Donc, ça paraît de la palissade, mais on ne peut pas changer le moyen de transport qui est un autobus diesel vers un autobus électrique en gardant exactement le même mode opératoire. C'est impensable. Donc, il faut vraiment se préparer à ce changement-là. Donc, je vais revenir un petit peu plus sur les solutions maintenant. Donc, on s'est posé toutes les questions par rapport à l'autonomie. Quelles sont les solutions qui existent par rapport à l'autonomie? Donc, la première solution qui est évidente, c'est la recharge pendant la journée. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, avec une recharge dans la journée, si on recharge 4-5 heures entre le trajet du matin et le trajet de l'après-midi, on va être capable de rajouter facilement 100 km d'autonomie au véhicule pour qu'il fasse sa journée l'après-midi. Donc, ce qu'on vous voyez sur le premier graphique, c'est que si un autobus part complètement plein le matin, qui descend même en bas de la moitié de son autonomie à la fin de sa run du matin, il peut recharger dans la journée, même s'il ne réatteint pas le maximum de son autonomie dans son autobus, il peut quand même faire son trajet de l'après-midi et rentrer au dépôt et se charger pendant toute la nuit pour être plein le lendemain matin. Donc, la recharge dans la journée, c'est la solution idéale quand c'est possible. C'est d'être capable de recharger l'autobus et ça permet, je ne dirais pas de doubler son autonomie parce que ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'on n'a pas le temps dans la journée de recharger complètement le véhicule, mais ça permet d'augmenter grandement son autonomie et donc, dans l'exemple que vous avez là, on a un véhicule qui, avec une batterie de 200 km d'autonomie, est capable de franchir 320 km. D'accord? Donc, ce n'est pas tout à fait 2 fois son autonomie, mais il est capable de franchir une distance beaucoup plus importante que l'autonomie nominale du véhicule. Ce que vous voyez, c'est que si on n'a pas de recharge durant la journée, parce qu'il y a des situations où on ne peut pas recharger pendant la journée, cet enjeu-là va être plus important et donc là, le véhicule va décharger peut-être 40% de son autonomie le matin et puis 40% l'après-midi ou 50%, mais dans ce cas-là, on n'est pas capable d'aller au-delà de l'autonomie du véhicule. Donc, l'autre chose, c'est en termes d'affectation, de planification, où on va être capable de trouver des solutions parce que, bon, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, mais si on a un parc de véhicules avec plusieurs autobus électriques, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être, par exemple, d'affecter aux trajets les plus courts les véhicules qui sont les plus âgés, donc ceux qui ont perdu un petit peu de leur autonomie. Donc, j'ai acheté initialement un autobus qui avait 200 km d'autonomie. Après 5 ans, cet autobus n'a plus que 170 km d'autonomie, mais j'ai un autobus neuf qui est rentré dans mon parc avec 200 km d'autonomie. Je vais prendre mon autobus avec le 200 km d'autonomie sur mes plus longs trajets, et puis celui qui a perdu un petit peu de son autonomie, je vais le mettre sur les trajets les plus courts. D'accord? Donc, on va se retrouver avec les vieux autobus sur les trajets les plus courts et les autobus neufs sur les trajets les plus longs. Et on va pouvoir assigner les choses comme ça. On va aussi, si on a une flotte qui est mixte dans un premier temps, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on passe de 100% diesel à 100% électrique, à moins que vous ayez une flotte avec un seul autobus, là ça peut être le cas, mais sinon la transition va se faire progressivement. Et dans le cas d'une transition progressive, les véhicules électriques vont être assignés en priorité aux circuits les plus prévisibles, ceux qui permettent une recharge dans la journée, etc. Le temps que vous vous familiarisez avec la gestion de ces autobus-là, et une fois que vous allez être plus familier avec la gestion des autobus électriques, là, vous allez pouvoir aller les mettre sur des trajets un petit peu plus longs, un petit peu plus complexes, un peu moins prévisibles. Vous connaîtrez mieux vos marges de manœuvre et les différentes options possibles. Donc ça, c'est bien important. Il y a aussi des options avec les routes complémentaires. Ça veut dire que si j'ai un trajet qui est très long le matin, puis qui est aussi très long l'après-midi, un autobus avec 200 km d'autonomie ne sera pas capable, par exemple, de franchir le 400 km que requiert ce trajet-là. Par contre, si ce trajet-là, je le marie avec un trajet plus court,
et que mon autobus fait le matin 200 km et puis l'après-midi, il fait un trajet de 70 km, et que l'autobus qui a fait le trajet de 70 km le matin, l'après-midi, je le mets sur le trajet de 200 km, et à ce moment-là, je me retrouve avec deux autobus qui font 270 km chacun, au lieu d'avoir un autobus qui en fait 400 et un qui en fait 140. À ce moment-là, ça devient très intéressant parce qu'on est capable de couvrir ces deux trajets avec des autobus électriques, simplement en échangeant l'autobus du matin avec l'autobus de l'après-midi. Alors, je sais que c'est peut-être pas très facile en termes de gestion des numéros d'autobus, etc., mais c'est des solutions qui, techniquement, peuvent se faire. La dernière solution, qui n'est pas forcément la plus facile à mettre en place, et puis pas forcément non plus là où on a les gains les plus majeurs, mais c'est de familiariser vos chauffeurs avec l'éco-conduite et de gérer sur les facteurs d'influence de l'autonomie. Donc, on a dit tout à l'heure, par exemple, la vitesse du véhicule, la masse du véhicule. Bon, si on fait un trajet où on minimise les passages sur l'autoroute parce qu'il y a moyen de le faire, ou si on s'organise pour que les trajets sur l'autoroute soient faits à vide le plus possible, à ce moment-là, on va gagner un petit peu en autonomie et ça va permettre de maximiser un petit peu l'utilisation des autobus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le volet éco-conduite, ce n'est pas là où vous allez avoir les gains les plus majeurs et ce n'est pas ça qui va vous donner toutes les solutions par rapport à l'autonomie. Bon, au niveau de la recharge, c'est certain que là aussi, il y avait des gros enjeux au niveau de la recharge. C'est principalement, l'enjeu principal, excusez-moi, il est autour de la gestion de la puissance. Il faut comprendre que la tarification de l'électricité est faite avec deux volets. Il y a un volet qui est la quantité d'énergie qu'on recharge, donc on utilise donc le nombre de kilowattheures qui sont utilisés. Mais c'est aussi surtout la puissance. Donc, si vous demandez une très forte puissance électrique à un moment donné, il y a un facteur de puissance qui va être appliqué sur votre recharge. Vous pourrez avoir tous les détails par rapport à ça dans un prochain webinaire qui va être donné par les gens du circuit électrique le 5 mai prochain. Mais vous devez comprendre que la gestion de la puissance sur les sites est très importante. Donc, si vous arrivez et que vous voulez recharger 20 autobus au même endroit en même temps, ça va nécessiter beaucoup de puissance. Donc, il peut être nécessaire ou intéressant d'essayer de répartir la recharge sur plusieurs sites. Si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs garages, plusieurs stationnements, ça va être de répartir cette puissance sur plusieurs sites. L'autre option qui est possible, c'est aussi de répartir la puissance avec des systèmes de gestion de puissance, c'est-à-dire que quand on va brancher nos 10 autobus le soir en même temps, quand ils reviennent tous de leur trajet de l'après-midi, on va les brancher, mais ils ne vont pas tous charger à pleine puissance, ou on va mettre des règles pour la recharge qui vont faire que certains autobus vont débuter leur recharge un petit peu plus tard, parce que notre objectif, ce n'est pas que l'autobus soit chargé à minuit. L'objectif, c'est que le lendemain matin, quand on part à 5 ou 6 heures, les autobus soient chargés. Mais ça ne sert à rien de charger tout le monde avec plein de puissance jusqu'à minuit, puis de rien faire de minuit à 5 heures du matin. Donc, avec des systèmes de gestion de puissance, ça va permettre de répartir le besoin en énergie sur toute la nuit et à ce moment-là, d'éviter d'atteindre des pics importants en termes de demande auprès d'Hydro-Québec, des pics qui sont très coûteux en termes de recharge. Si vous gérez mal vos pics, là, sans vouloir faire peur à personne, le coût en énergie, le gain du coût en énergie qui est de l'ordre de 3 fois moindre, peut être beaucoup moins important, et à ce moment-là, l'amortissement de votre véhicule dans le temps risque de prendre plus que 12 ans. Donc, l'installation de systèmes de gestion de puissance est très importante, et donc pour ça, je vous invite à aller suivre le webinaire sur tout ce qui est recharge et infrastructure le 5 mai prochain, où on vous expliquera plus en détail tout ce volet-là. Donc, au niveau des coûts, donc la recharge, je viens d'en parler un petit peu, comment éviter certains coûts, mais il y a des coûts qu'on ne peut pas éviter, c'est le coût à l'achat.
Pour ça, il y a différents programmes gouvernementaux qui existent. Le programme à l'achat des véhicules qui vous donne un rabais à l'achat. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun des programmes ici parce que ces programmes évoluent. Il va y avoir des annonces prochainement sur les programmes gouvernementaux. Le gouvernement arrive avec son nouveau plan des énergies vertes, comme Marilène l'a présenté tout à l'heure, avec des objectifs qui sont d'accélérer la transition vers les autobus scolaires électriques. Donc, on attend dans les prochains programmes gouvernementaux des mesures qui vont aider les compagnies de transport à faire cette transition. Donc, le programme d'achat des véhicules en est un. Il y a des programmes aussi pour l'achat et l'installation d'infrastructures de recharge. Donc, quand vous installez des infrastructures de recharge, actuellement, c'est près de 50% des coûts d'installation qui sont pris en compte. Il y a donc encore des solutions qui vont être proposées pour ça dans les nouveaux programmes. Et au niveau du programme fédéral, il y a eu une annonce dernièrement comme quoi il allait y avoir plusieurs millions, même milliards, qui allaient être consacrés à la transition vers le transport collectif électrique, incluant le transport scolaire. Mais il y a une des mesures qui est déjà en place, qui est très intéressante, qui est l'amortissement des coûts. Donc, en fait, actuellement, quand vous achetez un véhicule 100% électrique, vous avez la possibilité d'amortir 100% de sa valeur sur la première année d'achat du véhicule. Donc, d'un point de vue comptable, ça peut présenter certains intérêts dans une entreprise. L'autre volet qui était très important, c'était, comme je disais, le volet sur le personnel et la gestion de vos employés. Sur ce volet-là, évidemment, c'est très important et vraiment, c'est un des points les plus importants, je dirais, à ne pas négliger. Donc, on s'attarde très souvent à tous les volets techniques, les volets technologiques, recharge, autonomie, etc. Mais le volet le plus important dans une transition réussie, c'est le volet humain. Et contrairement à tout ce qu'on peut croire, c'est un volet à ne pas négliger parce que si vous avez une personne dans votre organisation qui souhaite saboter la transition, entre guillemets, donc nuire à la transition, il va trouver énormément d'excuses pour nuire à cette transition-là. D'accord ? Par contre, si vous amenez vos employés à adhérer à cette transition en expliquant bien que c'est un changement qui va arriver, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, en donnant les formations adéquates, en permettant aux gens de comprendre qu'est-ce qui se passe, en les accompagnant le mieux possible, en leur donnant des nouvelles connaissances sur les véhicules électriques quand on parle du personnel d'entretien, etc. Vous allez voir que votre personnel va devenir une force qui va appuyer cette transition. Donc, bien prévoir des plans de formation, bien important d'impliquer des personnes, de faire des groupes de travail avec des gens qui sont plus réticents et des gens qui sont plus motivés pour les aider à échanger, à bien comprendre. Je sais que ce n'est pas forcément un travail que vous faites habituellement parce que vous êtes plus habitué à faire du transport de personnes, mais il y a clairement un volet de formation, d'accompagnement et de gestion de ressources humaines qui est importante à faire. Donc, pensez-y et préparez votre transition à l'avance. C'est bien important que vous n'arriviez pas le 3 septembre en disant « Bon, on a des autobus électriques, maintenant, allez-y, débrouillez-vous avec ». Ça ne marchera vraiment pas. Donc, bien important de prévoir à l'avance et d'impliquer les gens dans la réflexion parce qu'ils vont vous donner sûrement des bonnes solutions aussi dans la mise en place de ces véhicules. Au niveau des ajustements, bon, ajustement des horaires, ce n'est pas forcément évident parce que vous dépendez des centres de services scolaires pour une grosse partie, mais c'est surtout dans l'organisation du travail. Donc là encore, il va falloir accompagner votre personnel là-dedans, puisque des gens qui sont habitués à faire le même trajet depuis des années ou quoi que ce soit,
Et là, il va y avoir des ajustements dans l'organisation du travail. Comme je le disais tout à l'heure, si vous mettez en place des solutions où il y a une recharge qui se fait à midi et qu'habituellement, le chauffeur était habitué à laisser son autobus à un endroit où il n'y a pas de recharge, il va devoir changer cet endroit-là. Si vous aviez dans l'organisation du travail quelqu'un qui faisait le même trajet le matin et l'après-midi, et puis que là, vous êtes obligé de lui mixer un trajet le matin, un trajet l'après-midi, c'est des changements aussi qu'il faut mettre en place. Il faut préparer ces changements. Mais on ne peut pas faire de changement sans faire de changement, je répète là. Donc, on ne peut pas passer à la transition vers le véhicule électrique sans changer quoi que ce soit dans nos habitudes et dans nos organisations. Donc, si vous voulez faire une transition vers le véhicule électrique, il faut vous préparer à ces changements et anticiper que vous allez avoir des ajustements à faire. Donc, cette transformation vers le véhicule électrique est une transformation qui touche l'ensemble des secteurs des transports. Donc, on parle beaucoup actuellement dans le transport des véhicules légers de plus en plus, mais on le voit aussi dans le transport lourd. Vous avez probablement lu que FedEx, UPS, Walmart, toutes les grosses compagnies, Amazon, font l'acquisition de véhicules électriques parce que c'est la direction vers laquelle on doit aller. Marilyn a bien mis le contexte de ces changements-là. Donc, tout le monde se dirige vers le véhicule électrique et le transport scolaire sera un espace qui n'échappera pas à ce changement-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout un espace qui est parfaitement adapté à l'utilisation du véhicule électrique de par les horaires de travail. Donc, au contraire, ça risque de se faire plus vite dans le transport scolaire que dans d'autres domaines. C'est des changements qui sont inévitables. On sait tous que les gouvernements se fixent des objectifs en 2030, en 2035, en 2040, d'arriver à 100% des transports sans pétrole. Donc, évidemment, on doit se préparer à l'avance. On ne peut pas attendre de le faire. Il faut rendre ça le plus progressif possible. Marilyn a présenté ça tout à l'heure en disant que c'était à peu près 8% par an pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'était fixés pour 2030. Ça reste une portion importante à faire. Donc, même si on le fait progressivement, il ne faut pas tarder pour commencer parce qu'à la dernière minute, ça deviendra plus progressif. Et si ce n'est pas progressif, ça devient très agressif et très difficile à gérer. Donc, comme je l'ai dit, puis je le répète, il n'y a pas de changement sans changement. Donc, il faut faire des ajustements à prévoir. En effet, c'est des habitudes à modifier, mais tout est surmontable. Il y a des solutions qui existent. Il y a de plus en plus de solutions qui se développent. Hydro-Québec travaille très fort avec déjà différents transporteurs pour aider dans ces transitions-là. Comme je vous l'ai dit, il y a différentes solutions entre les recharges rapides, les recharges lentes. Tout dépend de vos budgets, de vos contraintes. Il n'y a rien qui est impossible. Il y a simplement des solutions qui sont plus complexes que d'autres. Il y a des solutions qui sont moins conviviales que d'autres. Donc, c'est certain qu'on ne va pas commencer par les cas les plus complexes. On va se garder ça pour la fin. Et puis, si à la fin, il reste quelques cas très complexes, on espère que la technologie aura suffisamment évolué d'ici là. Le travail des ajustements à faire auprès des transporteurs doit être fait de concert avec les centres de services scolaires aussi. Donc, ça, c'est important de travailler ensemble et de ne pas faire ce changement en silo dans un coin tout seul. De travailler ensemble, c'est bien important. C'est une transition qui est vraiment en marche. Si vous lisez un peu les informations, vous avez probablement pu voir qu'il y a des annonces régulières comme quoi la commission, on le voit beaucoup en Californie, dans le Maryland, aux États-Unis, il y en a beaucoup qui achètent des véhicules électriques. Dernièrement, à Laval, il y a une compagnie d'autobus scolaires qui a annoncé qu'ils avaient fait l'acquisition de 60 autobus scolaires électriques.
Girardin a annoncé dernièrement qu'en Amérique du Nord, ils avaient déjà 400 autobus électriques qui circulaient. Donc, on le voit régulièrement en lisant dans les nouvelles que c'est bien en marche, que c'est une transition qui est en train de se faire. Et donc, il ne faut pas l'ignorer. On voit par votre présence et votre participation aujourd'hui qu'il y a un intérêt pour cette transition-là. Il faut faire les étapes nécessaires pour se préparer, se poser les bonnes questions et trouver les meilleures solutions. Donc, Marilène, je vais te laisser prendre la suite. Merci beaucoup, Stéphane. J'espère que malgré que c'est un survol rapide, mais assez complet, j'espère que ça vous a été utile pour vos réflexions. On va prendre maintenant les questions. Il y a peut-être certaines questions, on ne pourra peut-être pas toutes répondre, mais on pourra vous retourner, vous pourrez, nous adresser des questions aussi par l'adresse courriel qui se retrouve en bas de l'écran, transportécolo@equiterre.org. Donc, j'y vais. Dans les questions, on a eu plusieurs sur les questions d'autonomie et de recharge. Une première question était, quel est l'impact en pourcentage de l'hiver sur l'autonomie d'un véhicule versus les spécifications de base que donnent les manufacturiers? Alors, l'impact de l'hiver est moins important dans un autobus scolaire que dans un véhicule particulier, dans la mesure où actuellement le chauffage dans un autobus scolaire électrique est encore un chauffage au diesel. Donc, tant qu'on utilise le système de chauffage au diesel, l'impact de l'hiver va être de l'ordre de 5 à 10% sur l'autonomie parce que l'air est un petit peu plus dense. Donc, il y a une perte d'autonomie parce que la chaussée, en général, est un petit peu moins propre aussi. Donc, il va y avoir ces pertes d'autonomie-là, mais on n'a pas la perte liée au chauffage. Si on parle d'autobus qui vont avoir le chauffage électrique, à ce moment-là, on va perdre de manière beaucoup plus importante et on va probablement avoir des chiffres qui vont être de l'ordre de 30 à 35% de perte d'autonomie en hiver dans le cas d'autobus qui n'ont pas de chauffage au diesel. Parfait. Merci. Je vais enchaîner avec une question justement qui touche la question du chauffage aussi. Est-ce que le système de chauffage est pris en considération dans le calcul de GES? Et le système de chauffage n'a aucun système anti-pollution. Est-ce que c'est possible qu'il pollue plus qu'un moteur d'un véhicule? Je vais peut-être répondre à la première volet de la question, puis je laisserai ensuite Stéphane peut-être répondre. Pour ce qui est des émissions d'un autobus scolaire, on parle de 23 tonnes de GES pour un autobus au diesel. Pour l'autobus électrique, avec le système de chauffage, on parle de 2 tonnes par année plutôt que 23 tonnes. Donc, oui, ça a été pris en considération, cet élément-là. Pour ce qui est de la question des systèmes anti-pollution, puis si ces systèmes-là sont plus polluants qu'un véhicule régulier, peut-être, Stéphane, as-tu une réponse? En fait, tu as donné une partie de la réponse, c'est que ça pollue quand même 10 fois moins en termes de quantité d'énergie. Donc, on est sur des quantités d'énergie beaucoup moins importantes. En effet, il y a moins de filtres à pollution, etc., parce qu'il y a moins d'émissions de pollution. Par contre, je n'ai pas tous les détails exacts sur la variation des polluants et quels sont les polluants qui sont réduits et ceux qui augmentent, parce qu'en effet, le balancement des polluants n'est pas exactement le même. Parfait. Autre question. Est-ce que les batteries d'un autobus qui doit être rechargé en milieu de journée auront une durée de vie plus courte que celle d'un autobus qui est rechargé seulement en fin de journée? Alors, pas forcément, parce que le vieillissement d'une batterie est lié au nombre de cycles qu'on fait d'une batterie. Et le nombre de cycles d'une batterie est considéré selon l'amplitude des recharges. Donc, si vous déchargez votre véhicule à 40%, que vous le rechargez jusqu'à 80%, et que vous le redéchargez jusqu'à 20% à la fin de la journée pour le recharger la nuit, ça va peut-être compter comme un cycle d'utilisation du véhicule, de la batterie, alors que si on décharge de 100% à 5% pour recharger, ça va aussi compter pour un cycle. Donc, il n'y aura pas forcément
un vieillissement accéléré de la batterie parce qu'on le recharge dans la journée. Par contre, si on fait des recharges fréquentes avec des recharges rapides, donc avec des recharges à courant continu, à ce moment-là, il pourrait y avoir une accélération du vieillissement de la batterie parce que les batteries préfèrent être rechargées à des vitesses un petit peu plus lentes. Donc, c'est beaucoup mieux de recharger un véhicule souvent à faible vitesse que moins souvent à haute vitesse. Donc, a priori, ça n'a pas d'impact majeur à condition que les recharges dans la journée soient faites sur des recharges de courant alternatif, donc des recharges un petit peu plus lentes. Parfait, merci pour cette réponse-là bien détaillée. Aussi, on a une question. Le système de gestion de puissance est calculé dans les coûts d'acquisition. En fait, c'est une question. Est-ce que le système de puissance, gestion de la puissance est calculé dans le coût d'acquisition de bornes ou il faut ajouter à ces coûts d'acquisition? Alors, bon, les coûts d'acquisition, le prix des coûts d'acquisition d'une borne peuvent varier énormément. Donc, le prix qu'on a mis dans le calcul est un prix moyen. Il faut comprendre que si vous installez une borne de niveau 2, donc une borne à 240 volts, tout près de votre compteur électrique avec relativement peu de changements d'infrastructure, ça va coûter très peu cher. Et si vous installez une borne à recharge rapide qui nécessite une adaptation de votre entrée électrique, etc., ça va coûter très cher. Le système de gestion de puissance est un système qui, en comparaison avec le prix des bornes et des infrastructures, a un coût minime. On parle peut-être de 5% de plus ou de moins, sachant qu'il peut y avoir une variation très, très importante selon le type d'installation que vous allez avoir. Votre système de gestion de puissance ne va pas être le facteur principal de coût de votre installation et de recharge. Parfait. Des solutions pour les chauffeurs qui ramènent leurs autobus à la maison en termes d'installation possible ou autres pistes de solutions? Oui, alors ça, c'est une question qui est très intéressante. En fait, la solution qui existe, c'est d'installer une borne de recharge chez le chauffeur. Maintenant, l'enjeu, c'est la stabilité du personnel. Si le chauffeur quitte, qu'est-ce qu'on fait de la borne? Est-ce qu'on récupère, etc. Donc là, ça va être à vous de trouver des ententes parce que, évidemment, la borne que vous allez installer pour l'autobus scolaire est une borne, si vous l'installez chez un chauffeur, c'est une borne qui pourrait être utilisée pour un véhicule personnel aussi. Donc, à ce moment-là, c'est une possibilité de trouver des ententes avec les chauffeurs sur la possibilité que s'ils quittent, ils rachètent la borne ou des choses comme ça. Bien vous récupérez la borne, mais il y aura toujours le prix d'installation qui va être qui va être à considérer. Après, l'enjeu, c'est au niveau de la facture électrique, comment comptabiliser ces aspects-là. Et là, il n'y a pas encore de réglementation claire là-dessus. C'est impossible d'installer un deuxième compteur chez la personne parce que c'est un compteur par adresse, donc ce n'est pas possible de mettre un compteur spécifique pour mesurer combien l'autobus consomme précisément. Par contre, c'est assez facile d'évaluer la consommation réelle de l'autobus. Donc, ça, c'est encore des solutions qui sont, je dirais, en développement. Il n'y a pas de solution magique. La solution, c'est d'installer une borne chez le chauffeur. Mais après, en termes d'utilisation, de facturation, de comptabilité, là, il y a certains enjeux et peut-être même qu'il y a des enjeux au niveau de la réglementation qui va être au niveau des entreprises et des comptes de dépenses et des choses comme ça qu'il va falloir adresser et à travailler avec le gouvernement là-dessus. Je prends la balle au bon. Il y a une question encore qui se rattache à cet élément-là. Quel sera l'impact sur le coût de l'énergie pour le conducteur car sa consommation va augmenter, il va payer plus cher son énergie? Oui, en fait, la quantité d'énergie d'un autobus scolaire, une grosse règle du pouce, là, parce que ce n'est pas exactement ça, mais ça consomme à peu près 1 kWh par kilomètre parcouru. Donc,
quelqu'un qui est à domicile va recharger. Si son trajet, c'est 200 km, ben, il va augmenter de 200 kWh sa consommation d'énergie. Alors, ça va peut-être être 180 ou quelque chose comme ça, dépendamment de la configuration de son trajet. Mais la grosse règle du pouce, là, c'est à peu près il y en a qui disent 0,9 kWh par kilomètre, là, mais c'est à peu près ça. Donc, à partir de là, vous êtes capable de décalculer, d'évaluer l'augmentation du coût en énergie. Parfait. Bon, une dernière question sur la question de recharge et de batterie. Quel est le prix d'une batterie de remplacement durant la vie de l'autobus? J'en ai aucune idée. Là, c'est une question qu'il faudrait poser aux manufacturiers. Je ne crois pas que ce soit nécessaire d'envisager de remplacer une batterie dans la vie d'un autobus. En général, les manufacturiers automobiles, les manufacturiers vont vous vendre un autobus avec une certaine autonomie qui va durer pendant toute la vie du véhicule avec les pertes prévues, là. Mais si vous étiez amené à changer une batterie, c'est qu'il y aurait eu un problème sur cette batterie-là, à moins que vous vouliez maintenir tout le temps votre autonomie. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore si les manufacturiers Girardin et Lyon ont prévu des plans de remplacement de batterie. Il faudrait poser la question. Parfait. Maintenant, on a des questions plus sur l'aspect des coûts. Concernant les coûts d'opération des autobus électriques, a-t-on prévu au calcul les coûts reliés au remplacement, au remplacement des batteries? Pardon. On va tenter d'y répondre. On va aller aux nouvelles du côté des fabricants. On pourrait ramener l'information. Oui, mais il faut faire attention. Il faut considérer qu'a priori, la batterie n'est pas nécessaire de changer la batterie. C'est comme si on demandait, est-ce que quand j'achète un véhicule à essence, il faut que je prévoie des coûts pour changer le moteur. Là, ce n'est pas nécessaire, a priori, de changer une batterie. Donc, à moins que les manufacturiers disent le contraire, à ma connaissance, la batterie doit avoir une durée de vie nécessaire et suffisante pour couvrir les 12 ans d'opération du véhicule avec une légère perte d'autonomie d'année en année. Parfait. Est-ce que les coûts reliés à l'augmentation de la dépense d'intérêt sur les dettes à long terme au moment de l'achat des véhicules a été considéré dans les calculs? Pas dans le calcul qu'on a mis là. C'est vrai que ça peut avoir des coûts. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des possibilités avec le programme au fédéral, etc., en termes d'amortissement du véhicule. Donc, ça compense les intérêts que vous pourriez avoir à payer de votre côté. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Il y a une étude qui a été faite par l'Université de Sherbrooke sur ce sujet-là, justement, qui couvre très bien le sujet et qui explique tous ces calculs de coûts avec justement les intérêts, les impacts, etc. Donc, peut-être qu'il faudrait se référer à, ou peut-être, Marilyn, tu pourrais partager le lien sur cette étude. Oui, je vais le partager dans quelques instants. Il y a une avant-dernière question. En fait, avez-vous les coûts totaux autobus au propane versus autobus électrique? Je ne sais pas si on a regardé ça, on s'attardait sur l'autobus électrique. Là. Non, ben c'est ça. En fait, on reste dans un objectif de réduction de GES. Donc, l'autobus au propane réduit les émissions de gaz à effet de serre par rapport à un diesel, mais il en émet encore. Donc là, on passe dans une solution zéro émission avec le véhicule électrique et on n'a pas couvert cet aspect par rapport au propane. En effet. Va-t-il y avoir une ouverture pour que d'autres compagnies que Lyon vendent des autobus électriques si ce n'est pas une compagnie qu'on privilégie dans nos choix d'achat, sachant que Bluebird et Thomas vont faire des autobus électriques aussi? À ma connaissance, tous les manufacturiers d'autobus peuvent fournir des véhicules électriques.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, Girardin, si je ne suis pas un expert dans toutes les marques, là, mais pour moi, Bluebird et Girardin, c'est la même compagnie. Ils vendent des véhicules électriques en Amérique du Nord. Peut-être qu'ils n'en ont pas disponible au Québec actuellement parce que les modèles d'autobus qui sont couverts par les subventions ne correspondent pas exactement aux leurs. Là, je ne sais pas avec quel type de programme le gouvernement va arriver dans le futur pour aider ça, mais normalement, tous les manufacturiers d'autobus dans les années à venir vont arriver avec des modèles et vont avoir les mêmes aides de la part du gouvernement, puisque c'est comme pour les manufacturiers automobiles, là, il n'y a pas de discrimination entre Ford et GM, et ça sera la même chose dans le domaine des autobus scolaires. Merci. On a une autre question. Oh, ça vient de... Excusez-moi, elle vient de disparaître. Ma collègue qui l'a résolu. Oui. Aujourd'hui, les véhicules qui sont stationnés pour réduire les kilomètres improductifs, on voit ça. Est-ce que le modèle de coût prévoit une augmentation de ces kilomètres improductifs pour amener les autobus vers des centres de recharge? Alors, en fait, c'est là où, dans les solutions à rechercher, quand vous stationnez un autobus, par exemple, je ne sais pas, peut-être que c'est dans un parking municipal à proximité d'une école ou quoi que ce soit, l'idée, c'est de travailler avec ces partenaires-là pour mettre en place des infrastructures de recharge à ces endroits. Donc, si vous êtes sur un parking municipal, pour stationner votre autobus dans la journée pour épargner des kilomètres, vous allez laisser votre autobus à cet endroit-là, mais peut-être que c'est une opportunité d'installer des bornes que vous allez utiliser pendant le moment où le véhicule est stationné à cet endroit-là, et que la municipalité pourrait utiliser la nuit pour ses véhicules de travaux publics, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est là-dessus que Hydro-Québec travaille beaucoup pour réfléchir à des solutions. Peut-être même, on parlait dans certains cas d'essayer d'installer des bornes de recharge dans les écoles, dans les stationnements de certaines écoles. Donc, il y a des centres de services scolaires qui réfléchissent aussi à ces solutions-là. Donc, ça n'est pas en place aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est des changements sur lesquels il faut se préparer. Les solutions viennent petit à petit, mais il faut penser à ce type de solution, il faut amener ce genre de problématique auprès des fournisseurs de solutions de recharge pour qu'on puisse trouver des solutions. Jusqu'à présent, tous les transporteurs qui ont fait le changement ont fait des transitions dans des contextes très simples. On va arriver à des situations de plus en plus complexes. Pour chacune de ces situations de plus en plus complexes, il va falloir créer des solutions, mais comme je vous dis, il y en a toujours, mais c'est simplement de trouver les bons acteurs pour amener ces solutions-là. Donc, en travaillant avec les municipalités, les directions d'école ou les centres de services, il y a probablement possibilité d'installer des infrastructures de recharge aux endroits où les bus sont en attente. On a le temps pour une dernière question. Après 12 ans, les batteries sont-elles recyclées? Oui, alors les batteries de véhicules, quels qu'ils soient, que ce soit des autobus scolaires ou des véhicules réguliers, une batterie d'un véhicule est recyclable à 99%. On peut récupérer l'ensemble des matériaux. Donc, en fait, la vie d'une batterie va avoir une vie utile dans le véhicule. Elle va avoir une deuxième vie qui va être en stationnaire, donc qui va servir comme génératrice pour des bâtiments. Donc, en général, c'est de plus en plus installé dans les hôpitaux, peut-être même dans les écoles. Ça serait intéressant de mettre des batteries dans les écoles qui vont servir comme de système de secours en cas de panne de courant pendant encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Et à la fin de la vie utile de la batterie, quand elle a vraiment perdu énormément de capacité, donc au bout d'une trentaine d'années, à ce moment-là, on est capable de récupérer la batterie, de séparer l'ensemble des matériaux qui sont à l'intérieur et de les réutiliser pour créer des nouvelles batteries. Et il y a une compagnie d'ailleurs qui s'occupe à Montréal du recyclage de batteries, puisque les premières batteries qui ont été mises
en circulation au début des années 2000 sur les prototypes de véhicules électriques arrivent en fin de vie actuellement. Mais il commence à y avoir une industrie de recyclage qui se met en place pour récupérer tous ces matériaux et les réinjecter pour créer des nouvelles batteries. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Ça prend fin le bloc d'échange. En fait, je vais laisser la parole à Flavia qui va conclure. Et merci à tout le monde. Merci. Bon, merci encore pour votre présence ce matin. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et qui, bien sûr, qu'il soit en survol des enjeux et solutions sur cette question. Certaines informations vous seront utilisées et puis éclairantes. Nous concluons la présentation en vous invitant à vous inscrire à nos 2 prochains webinaires. Le premier sera le mercredi 5 mai à 10 h. Nous aurons un webinaire intitulé « Démystifier la recharge pour un parc d'autobus scolaires » où Hydro-Québec abordera, entre autres, les astuces pour la recharge, les types d'installation, la gestion de la puissance et les outils existants. Et puis, le mercredi 19 mai à 10 h, Lyon Électrique nous fera une visite virtuelle à son usine de fabrication et un échange avec les experts sur place aura lieu également. Donc, réservez votre place dès maintenant en visitant les sites web que nous allons mettre dans les commentaires à côté. Donc, équiterre.org/autobus /union branché sans accent. Le lien de l'enregistrement de ce webinaire sera mis sur notre page Internet d'ici quelques heures. Et vous serez avisé par courriel également et nous enverrons les fiches techniques pour vous. Merci encore une fois et une très bonne journée. Au revoir.